pour moi, travailler au PEP, c'était vraiment un rêve, là. Tu sais, ça faisait partie de mon ADN. J'ai un sentiment d'appartenance très, très fort envers, évidemment, le Rougeard. Aujourd'hui, on vous présente une rencontre qu'on vient tout juste d'avoir avec Julie Dionne. Julie est directrice du service des activités sportives de l'Université Laval. Même si j'avais la chance de connaître Julie depuis un certain nombre d'années, j'ai appris beaucoup de choses sur elle aujourd'hui, sur son cheminement différent, très varié, qui a mené à sa carrière. Et puis, vous allez voir aujourd'hui beaucoup d'images sportives utilisées, des parallèles, très intéressants. Et elle a un rôle important et très stratégique au sein de l'organisation. Moi, j'avais vraiment, vraiment beaucoup hâte à ce balado aussi. Merci beaucoup, Julie Dionne, d'être avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment content que tu sois là, que tu aies accepté de venir nous rencontrer. Évidemment, je suis avec Steven, mon associé. Et puis, mais j'avais vraiment hâte parce que d'emblée, je dois dire aux gens qu'on se connaît, Julie. Hein, on s'est, je pense qu'on dit ça à chaque balado depuis le début. Mais dans 3 ans, peut-être des gens qu'on va moins connaître. Oui, c'est ça. Ça va peut-être changer un brin. À date, on se connaît pas mal tout. Mais on se connaît, puis tu pourras l'adresser si tu veux ou non dans ton introduction. Là, mais moi, j'avais vraiment hâte parce que je trouve que tu as vraiment un cheminement qui est particulier. Puis je pense que les gens m'ont gagné beaucoup à t'entendre. Mais merci d'être avec nous ce matin. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. C'est un beau retour pour nous. Oui, vraiment. Qu'on s'est vu. Là. Donc, Julie, je pense qu'on t'apprendra pas. Tu connais un peu la chorégraphie. Tu sais un peu comment on fonctionne. Tu nous as honorés en nous écoutant. Tout à fait. Effectivement, j'ai écouté vos derniers balados. Je suis vraiment content de ça. Puis d'emblée, ton rôle, c'est quoi présentement? C'est quoi ton job? Là? Oui, présentement, je suis directrice du service des activités sportives au PEPS de l'Université Laval. Bon, c'est un long titre, hein? C'est assez large. C'est assez large. Puis là, moi, j'aimerais ça t'entendre. C'est quoi qui t'a amené là? Comment t'as fait là, pour te rendre à ce poste-là? Mon parcours, effectivement, merci de me recevoir. Je suis vraiment contente d'être là. En fait, effectivement, j'ai un parcours un peu atypique. Moi, je viens du domaine sportif, beaucoup plus. Donc, j'ai évolué à différents niveaux. Donc, mon sport était le basketball. Donc, j'ai joué, au niveau secondaire au complet. J'ai joué par la suite au niveau collégial 3A, qu'on appelait maintenant collégial division 1 au Cégep de Sainte-Foy, pour finalement être recrutée puis jouer mes 5 années à l'Université Laval pour le Rougeard. Donc, ça, c'était mon background sportif, mais ça amène beaucoup. J'ai une grande fan de sport dans son ensemble. Donc, on parle de basket, mais quand j'étais jeune, moi, le baseball et le hockey étaient les sports que j'écoutais le plus. Je le dis souvent, puis je l'ai dit souvent en conférence de presse, là, quand j'ai été choisie à ce poste au poste que je fais maintenant. Moi, j'écoutais la radio avec Joe Hardy. Là. Moi, j'écoutais les lignes ouvertes. Moi, j'écoutais le baseball des expos à la radio. Peut-être pour m'endormir à l'occasion, là, mais honnêtement, j'écoutais pas loin je devais écouter peut-être une 60aine de matchs, 60 à 80 matchs par année quand même. C'est générationnel, on a tous fait ça. Vraiment. Puis le hockey, je collectionnais les cartes. Là, moi, j'ai un frère, donc je collectionnais les cartes, puis les collants aussi au pichi et tout ça dans les cahiers. Donc, je connaissais beaucoup là, les numéros. Donne-moi un joueur, je vais te donner un numéro ou vice-versa. Donc, c'était vraiment ça que je faisais. Je savais pas ça. Et j'allais... j'étais une grande fan des Nordiques. Donc, moi, au niveau secondaire, on avait souvent accès à des billets pour aller voir les Nordiques, donc dans les galeries. Fait que j'allais souvent voir les Nordiques, comme j'allais aussi parfois au Dagobah pour peut-être trouver des joueurs des Nordiques. Mais c'est pas arrivé. Ils étaient tout le temps là. Il paraît. On les a vus souvent. Ils étaient tous là, donc moi, j'ai pas eu l'occasion de... Donc, voilà. Donc, c'était vraiment... le sport m'a beaucoup animée. Donc, quand j'ai terminé mes études, j'avais donc un rêve de pouvoir travailler pour le PEPS de l'Université Laval en communication. Donc, il y avait un poste qui est ouvert en communication et pour moi, j'étais la candidate idéale, ancienne étudiante athlète, qui étudie en communication et tout ça. J'ai fait le processus d'embauche et j'ai pas obtenu l'emploi. Puis j'étais vraiment déçue, là. Vraiment, là, c'était vraiment un premier petit échec dans ma jeune carrière. Et j'ai abouti à un très bon emploi pour moi, comme pour débuter. J'ai travaillé pour Opération
Opération des Rouges, je vais dire Opération française, Opération des Rouges, en communication. Donc, j'ai travaillé là pendant 3 ans et demi environ. Après ça, j'ai eu, je pense que j'avais besoin de nouveaux défis. Moi, vous allez le voir là, dans ma carrière, là, le 3-4 ans est pas mal, c'est pas mal le nombre d'années dans mes emplois. À la fin de ma carrière universitaire, je suis devenue entraîneur. Donc, je suis devenue adjointe à l'équipe collégiale 3 au Cégep de Sainte-Foy, en même temps que je travaille. Donc, je combinais un petit peu les deux. Et en 2005, j'ai obtenu l'emploi comme entraîneur-chef. Mais il faut savoir qu'à l'université, au Cégep, par rapport à l'université, le poste au Cégep, c'est pas un emploi à temps plein. Donc, c'est vraiment, tu travailles à temps plein, puis en plus, tu as cette tâche-là. C'est des entraînements quand même quotidiens avec des fins de semaine et tout ça. Donc, c'était très, très exigeant. J'étais entraîneur au Cégep de Sainte-Foy. J'étais entraîneur au niveau secondaire également dans 2 équipes. Au niveau qu'on dit cadet et juvénile, donc secondaire 4-5 et secondaire 3. Et en plus, je travaillais à temps plein, faut pas l'oublier. J'avais aussi un conjoint dans la vie, donc et quand c'est là que le chemin de Michel et moi se sont croisés. J'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler pour Coopsco, donc la coopérative en milieu scolaire au Cégep de Sainte-Foy. Grâce à Michel, puis j'aime le dire parce que ça a été vraiment une première opportunité pour moi de commencer à faire de la gestion, puis d'être capable de voir qu'est-ce que ça m'apportait, moi, la gestion. Puis je me souviendrai encore, puis je trouve ça important de le mentionner, puis je le dis souvent, c'est pour ça que je veux le redire. Quand j'étais entraîneur et on recevait les championnats canadiens au Cégep de Sainte-Foy. Puis je connaissais pas Michel, mais je pense qu'on se côtoyait comme ci, comme ça. Là. Je pense qu'on se connaissait pas personnellement, mais je pense que tu étais présent à différents matchs et tout ça. Puis, tu as voulu me rencontrer. Puis en me mentionnant, écoute, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu. Je me souviens pas si c'est exactement ce que tu as dit, mais c'est ce que j'aime dire maintenant. C'est pour ça qu'il me dit, hein? C'est ce que j'aime dire maintenant aux autres. Écoute, Julie, je te connais pas beaucoup. J'ai peut-être une opportunité à la coop. Je trouve que je t'ai vu évoluer un petit peu comme entraîneur et tout ça. Je trouve que tu as des qualités qui ressortent, qui, à mon avis, feraient de toi une bonne... t'as un bon leadership, je te vois agir avec les joueuses et tout ça. Je pense que tu as des bonnes qualités pour peut-être faire partie de mon équipe. C'est pas un poste qui existe vraiment, il me semble. J'ai de quoi, là, je vais créer quelque chose. Puis je pense que tu pourrais avoir ces belles qualités-là d'un futur gestionnaire. Est-ce que c'était ça, Michel? Oui, non, absolument. Écoute, on a le même souvenir. En tout cas, si on se trompe, on se trompe ensemble. Là. Ouais. Non, en effet, moi, j'avais... Moi, ce qui m'avait beaucoup épaté, c'est évidemment, j'allais voir le basket parce que j'étais un fan, moi aussi, de sport. On partage ça comme passion. Il n'y a pas grand sport que j'écoute pas. Puis, mais quand j'allais voir, j'étais fasciné de voir, oui, l'équipe jouer. Puis le basketball féminin, je le connaissais moins. Puis je me suis retrouvé à aimer mieux ça que le basketball masculin, à l'écouter. Et puis, mais j'aimais beaucoup voir ton interaction. Tu sais, puis évidemment, je te connaissais pas. Puis je me rappelle, j'ai parlé à Marlène avant. Parce que je suis allé, puis j'ai dit, Julia fait quoi? Enfin, tu sais, je pensais que c'était un job à temps plein à ce moment-là, coacher au Cégep. Et puis oui, il y avait des choses qui pointaient, mais moi, ce qui m'avait épaté, c'est comment tu avais une résilience à chaque année avec une nouvelle équipe de réussir. Ton équipe n'était pas stable, tu avais des joueurs qui partaient, des joueurs qui revenaient, puis tu avais eu du succès, je pense, au moins 2 ou 3 années consécutives. Là, oui. Puis là, je me disais, c'est sûr qu'il y a une attitude de gagnant là-dedans. Là. Puis je me rappelle parce que tu me dis, j'ai pas d'expérience en gestion, puis moi, je t'ai dit, t'as plein d'expérience en gestion. C'est juste que tu le perçois pas comme étant d'expérience en gestion. Exact. Mais tu avais une chambre, puis tu l'avais, ta chambre, puis tu allais chercher le maximum de ton équipe. Fait que moi, pour moi, il y avait un parallèle. Fait que oui, en effet, on se souvient de la même chose. C'était intéressant. Super. Je connaissais pas votre histoire. Ça, je trouve ça super intéressant parce que quand je parle beaucoup de parcours atypique, ça, c'en est un parcours atypique. Puis, je fais souvent le parallèle par la suite en gestion entre le sport et la gestion. C'est immanquable. C'est vraiment ça. Donc oui, à la coop, j'ai travaillé pendant 4 ans environ. Donc, quand je parlais de 3-4 ans, c'est pas mal ça. Et il y a eu un défi ou un poste que j'ai vu passer qui... tu sais, on voit souvent, tu lis une description, puis tu dis... On dirait que cette description est écrite pour toi et tout ça. Mais ça, c'était vraiment... j'ai dit, je vais essayer. Je suis vraiment pas malheureuse. Puis c'est souvent ça qui est arrivé. Puis ça, c'est important. Hein? Souvent, quand on est gestionnaire, maintenant, on voit les CV des autres, puis on voit un petit peu, puis on dit, pourquoi elle a changé aussi souvent? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a
que les gens ont beaucoup d'emplois. Des fois, c'est pas toujours perçu positivement, mais ça dépend toujours qu'est-ce qui est arrivé après, puis si c'était un cheminement qui allait la faire grandir ou c'était plus transversal. Tu sais, si tu changes de job pour changer de job ou c'est vraiment parce que cette personne est en train de progresser. Donc, le poste était direction générale du réseau du sport étudiant de Québec-Chaudière-Appalaches, un autre titre qui est très long. On appelle ça communément le RSEQ. Fait que là, tu as des grandes cartes d'affaires, dans le fond, toi, pour tes titres. Oui, oui, c'est ça, exactement. Qui font 1 kilomètre en de fait, long, j'en ai plus de cartes d'affaires. On en fait plus produire, ça coûte trop cher. Ça s'est bien passé. J'ai vraiment, vraiment aimé mon parcours. Je suis restée 3 ans. Et après... Il y a eu une autre opportunité qui s'est passée et il y a un poste à l'université qui a ouvert au PEPS. Puis comme je disais, si je reviens un petit peu à mon histoire, pour moi, travailler au PEPS, c'était vraiment un rêve. Là, ça faisait partie de mon ADN. J'ai un sentiment d'appartenance très, très fort envers, évidemment, le Rougeard et tout ça. Donc, il y avait le départ de Gilles Lépine, qui était là depuis quand même une 12aine d'années à la direction adjointe du service, mais son mandat principal, c'était le Rougeard. J'ai donné ma candidature, puis ça, on devient dans un processus quand même différent avec un gros comité, avec des mises en situation complexes, des paniers de gestion, des tests psychométriques et tout ça. Donc là, je rentrais vraiment dans quelque chose d'un petit peu différent. Puis ça s'est bien passé aussi. Donc j'ai obtenu l'emploi. Et ça, c'était vraiment pour moi là, me replonger un peu dans mes histoires du Rougeard, travailler avec les entraîneurs, alors que moi aussi, j'avais été entraîneur. Donc ça, je trouvais que ça amenait une belle crédibilité auprès des entraîneurs en place, malgré le fait que j'ai pas été entraîneur universitaire. Puis ça, ben il y a une petite histoire là aussi, il y a un petit penchant. Moi, dans ma jeune carrière, j'avais l'opportunité peut-être de pouvoir poursuivre au niveau universitaire pour le coaching, pour être entraîneur. Puis là, à ce moment-là, ça devenait un emploi à temps plein. Famille, enfant, en cours de, tu sais, j'ai eu un enfant et tout ça. J'ai même été entraîneur quand même avec enceinte de 8 mois et demi à un championnat canadien. Donc, tu sais, je veux dire, puis j'ai passé 1 an à coacher avec un enfant dans une coquille sur le côté, là. C'est pas simple pour une femme de pouvoir poursuivre à ces niveaux-là pour différentes raisons. Puis le niveau de la famille en est un. Voulant peut-être avoir un 2e enfant à ce moment-là et tout ça, ben il y avait une opportunité avec le Rougeard quand Linda Marquis a pris sa retraite après 30 ans. Donc, évidemment, on m'a contacté pour me demander si c'est quelque chose qui m'intéressait. Pas que j'allais avoir l'emploi, là, j'allais passer dans le processus comme les autres, là, mais c'est peut-être quelque chose qui allait m'intéresser. Et là, j'avais un choix à faire entre c'est quoi ma passion? Est-ce que ma passion n'est pas redevenue plus la gestion finalement au lieu que le coaching et que ce coaching-là, j'allais le retrouver de toute façon dans la gestion. Donc, c'était une façon différente de prendre le chemin et de savoir que ben c'est exigeant aussi le coaching, là, c'est soir, fin de semaine, beaucoup de voyagements et tout ça. Donc, je pensais que la gestion me demandait moins de travail. C'est faux. c'est complètement faux. Mais ça me permet d'aller chercher mes qualités d'entraîneur, je pense, dans mon travail. En effet. Donc, voilà, avec direction adjointe pendant 1 an et 2 mois à peu près. Et ça, ben, je pense que c'est un emploi que j'aurais quand même continué très longtemps, mais il y a eu une autre opportunité qui s'est présentée à moi à la suite donc à la suite d'un non-renouvellement de mandat pour la personne qui était à la direction. On m'a rencontré pour savoir si je voulais prendre l'intérim de la direction. Et nous, à l'université, au PEPS, du moins, on est 3 directions adjointes. Moi, j'étais la plus jeune rentrée, puis le vice-recteur à l'administration m'a rencontré pour me demander est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que tu veux prendre l'intérim du poste? Donc, quand on parle de la direction, maintenant, on englobe le Rougeard. Donc, le Rougeard fait partie de mes responsabilités, mais là, on englobe les installations, les événements, les ligues intramurales, les camps, les communications. Donc, c'est vraiment la grosse structure du PEPS. J'ai accepté parce que j'avais l'occasion ou l'opportunité de voir si vraiment ce poste-là allait m'intéresser un jour. Donc ça, c'est quelque chose souvent, on hésite. C'est difficile de dire non, honnêtement, mais en même temps, je me dis, ben si je l'essaye pas, à la limite, quand le poste va être vraiment ouvert, ben j'applique pas, puis c'est pas fait pour moi, puis c'est tout. Donc j'ai décidé de foncer, d'aller de l'avant. Mais ça m'a aussi, j'ai dû combiner les 2 emplois quand même pendant 8 mois. Donc, le poste de direction adjointe et le poste de direction pendant 8 mois. C'est exigeant parce qu'au niveau du Rougeard, on parle c'est des corporations, hein, c'est des OBNL. Donc, il y a 14 OBNL. Donc, 14 OBNL et on a quorum à ces OBNL-là si je suis présente. Donc, dès que je suis pas présente, une représentante du service, on n'a pas quorum. Donc, moi, je dois assister
à tous les conseils d'administration. Okay. Et les conseils d'administration, c'est des gens d'affaires, donc ça se passe pas à 10 heures le matin, ça se passe le matin ou le soir. Donc, dans une année normale, le poste de direction adjointe au RGA, c'est exigeant parce qu'on doit faire à peu près 70 rencontres soir et matin. On doit faire notre journée de travail et on doit être aussi présent pour les matchs du RGA pour la plupart du temps. Donc, moi, ma première année, j'ai presque tout. Là. Du rugby, du badminton, du ski alpin, du football, tous les matchs, du basket, du volley, nommez-en, là, j'étais partout. Donc, c'est épuisant. Fait que là, je combinais ça en plus de la direction du SAS. Donc, après ça, le poste a ouvert. J'ai décidé de foncer. Puis, j'avais aimé la dynamique, j'avais aimé l'idée d'avoir une gestion d'équipe un peu plus grande. Les entraîneurs ou joueurs ne relèvent pas du service d'activité sportive. C'est pas des employés de l'université, c'est des employés de chacune des corporations. Donc, leur patron, c'est les présidents de conseil d'administration. Nous, on devient comme un peu leur supérieur hiérarchique. De chaque équipe? Chaque équipe. Il y a un CA comme pour chaque équipe? Mais à chaque équipe, sport, on va dire à chaque sport. Volleyball, masculin, féminin, un CA. Basketball, féminin. C'est le CA qui embauche. C'est le CA qui embauche les entraîneurs. En collaboration avec le service parce qu'il faut que les valeurs se ressemblent, il faut que notre vision soit la même. Donc, le principe de gouvernance et de règlements généraux et de code d'éthique, code de conduite, tout ça, faut naviguer à travers tout ça. Et c'est vraiment difficile de mettre une vision globale de l'organisation parce que chacun peut avoir aussi sa vision. C'est des gens d'affaires de la région qui sont très impliqués, qui mettent énormément de temps. C'est des bénévoles. Donc, ils ont une très grande charge de travail. On est là pour les supporter. Donc, c'est ça un petit peu la dynamique au niveau du Rouge et Or. Et finalement, pour le reste de l'université, c'est un peu différent. Là. C'est vraiment là, des employés directs. Donc, on a différents niveaux d'employés. Donc, 3 directions adjointes. Au niveau des professionnels, on les appelle les professionnels à l'université. Au niveau du PEPS, ça représente à peu près 35 professionnels. Par la suite, en employés de soutien, on doit être à peu près 80 à peu près. Puis là, on tombe après ça des agents contractuels. Ça, c'est tous ceux que je disais qui donnent des cours, des intervenants, des moniteurs, des sauveteurs, piscines, etc. Ça, il y en a à peu près 500-600. Donc, la structure est quand même, pour opérer, c'est quand même énorme. Donc là, je me trouve là maintenant avec mon bac en traduction, mon diplôme en communication et beaucoup de formations ici et là que j'essaie d'aller chercher en management ou en gestion d'employés ou peu importe, là. C'est ce que je fais actuellement. C'est super intéressant parce que j'imagine qu'avec les conseils d'administration, c'est de la concertation, donc l'embauche un peu, hein? Oui, exact. Ouais, ça, c'est différent, là. C'est différent. Nous, on a un pouvoir d'influence. Il faut avoir un très grand pouvoir d'influence aussi pour s'assurer que ça cadre bien dans ce qu'on veut, parce que c'est l'image du Rouge et Or. N'en demeure pas moins que ça reste que cette personne-là, peu importe ce qui arrive, ça va devenir l'image du Rouge et Or égale l'université aussi. Puis ça, ultimement, c'est ta responsabilité à toi, dans le fond. Oui, là, maintenant, à ce moment-ci, là, j'ai engagé quelqu'un comme direction adjointe maintenant qui s'occupe du Rouge et Or. Okay. Moi, je travaille aussi pour le Rouge et Or, mais le plus gros dossier que je chapeaute au niveau du Rouge et Or, c'est le football. Le football est demeuré au niveau de la direction. Et parce que sinon, c'est beaucoup trop de travail. Là. Le football a quand même un impact médiatique vraiment important. C'est clair. Politique vraiment important aussi. Donc, mais ils ont quand même leur CA, ce sport-là, comme les exactement. autres. Oui, exactement. Oui, parce que dans le fond, ce qui est différent de n'importe où ailleurs, c'est que ces gens-là portent le crest, le logo de l'organisation, mais ils relèvent de comme de 2 entités pratiquement. Là. C'est vraiment particulier. C'est pas évident parce que parfois, ça peut faire t'es pas mon boss c'est le CA. Ou en même temps, ça peut faire, les gens se réfèrent beaucoup à nous parce que dans les faits, les conseils d'administration n'est pas présent dans le quotidien. C'est pour ça qu'on dit qu'on est un peu des supérieurs hiérarchiques. Puis c'est nous qui faisons des rencontres avec eux, c'est nous qui les mobilisons, qui demandent comment ça va, qui font un peu une évaluation en fin d'année avec le conseil d'administration, mais on les voit dans le quotidien. Donc, on bâtit une relation avec eux. Puis je crois que quand je suis arrivée, comme je mentionnais, le fait que je comprenais ce qu'ils vivaient parce que j'étais un entraîneur aussi. Je comprenais ce que c'est la marque Rouge et Or aussi, puis ce sentiment d'appartenance-là et tout ça. La relation s'est faite assez facilement. Oui. Puis je m'intéresse à ça. Donc, c'est s'intéresser aux gens. Il y a rien de meilleur dans la mobilisation. Donc, peu importe ce que tu veux leur donner comme information. Puis le caring ou l'attention que tu portes, je le faisais beaucoup dans le coaching quand j'étais au niveau du cégep, des jeunes femmes en développement qui se demandent ce qu'ils vont faire dans leur vie. Tu connais ça? Vraiment, puis je considère que pour elles,
malgré tout, parce que je suis encore en relation avec beaucoup d'entre elles, là, qui sont rendues des jeunes femmes avec des enfants, je pense que j'ai eu une certaine influence sur le modèle un peu... tu sais, ça se peut de pouvoir être entraîneur et coacher, être enceinte, avoir un enfant et tout ça. Ça se peut, tout ça. Il faut être bien organisé, mais ça se peut. Puis, il n'y en a pas beaucoup de modèles féminins dans le sport, je trouve, de moins en moins. Puis, c'est un débat, là. On le vit beaucoup, là, de moins en moins de filles qui pratiquent le sport, beaucoup moins d'entraîneurs qui sont des femmes. Ben, pour elles, ça devient quand même des gens avec qui se confient beaucoup sur leur vie et sur leurs histoires. Donc, juste de prendre le temps de dire, tu sais, moi, c'était pas les victoires-défaites, malgré qu'on a eu beaucoup de succès, c'est tant mieux, mais c'est au départ, est-ce que les gens sont bien? Puis, est-ce qu'ils sont sans souci dans leur vie personnelle qui vont faire qu'ils vont mieux performer dans leur vie professionnelle ou sportive, dans ce cas-là? Là. Non, c'est... wow. Je crois beaucoup à ça, moi, les gens qui ont fait beaucoup d'emplois avant d'arriver à un type d'emploi particulier qu'ils souhaitaient faire. Parce que, d'un, c'est une façon aussi, parfois d'augmenter tes conditions salariales, veux pas, parce que quand tu changes, souvent, tu vas toujours un petit peu pour le mieux. Donc, tu montes pas dans une échelon de l'organisation, mais tu changes. Et le bagage que tu vas rechercher dans chacun des emplois, tu en ramasses un peu à chacun des emplois pour faire qui tu es maintenant. Surtout quand tu fais du management, surtout quand tu fais de la gestion. J'y crois beaucoup. Puis je regarde ça beaucoup. Non pas que les gens qui sont restés au même emploi, il y a aussi cette loyauté-là puis cette fidélisation-là que je crois beaucoup. Mais quand j'étais au RSEQ, j'avais beaucoup de jeunes. Ça faisait déjà 10 ans qu'ils étaient là. Puis quand on avait certains conflits ou certains... des fois, j'avais le goût de dire, ouais, mais c'est normal que tu penses comme ça parce que tu n'as pas vu ça dans d'autres organisations encore. Tu sais, ou d'autres choses où t'es tellement tu t'en rends pas compte à quel point tu es chanceux avec les conditions que tu as. Parce que tu n'as pas connu autre chose non plus. Donc, c'est dans les deux sens, je trouve. C'est comme si ça avait... c'est comme si cette polyvalence-là travaillait notre empathie aussi. Tu sais, quand on travaille, on est plus capable de se mettre dans les souliers de quelqu'un. Quand on le fait un peu, tu sais, on dit, OK, moi, je comprends d'où tu viens avec ça parce que moi, j'étais toi il y a 5 ans. Là, fait que je suis capable de... Moi, je crois beaucoup à ça aussi, cette espèce de chemin là, généraliste, là, un peu, là, où on ramasse un paquet de... On devient pas des super pros dans rien. On est bon dans tout. Fait que je pense que ça fait des bons gestionnaires parce que ça fait des gestionnaires empathiques, ça fait des gestionnaires qui comprennent bien les gens qui travaillent avec eux. Je veux dire la même chose avec les gens qui font leur MBA ou les gens qui font leur maîtrise tout de suite en sortant de l'école et tout ça, puis j'enlève rien, c'est super, ils sortent avec un diplôme. Pour moi, ça ne demeure qu'un diplôme. Je trouve que c'est tellement pas là le bagage et l'expérience que tu vas chercher comme employé. Et je le vis maintenant parce que je me suis inscrite au 2e cycle pour le plaisir de faire des cours qui vont juste m'aider parce que là, j'ai de l'expérience, mais maintenant, je peux aller chercher juste des outils pour m'aider. Donc là, je le crois encore plus, le 2e cycle ou l'MBA ou peu importe, en management, ou aller chercher comme je disais, aller chercher des choses dans lesquelles ça me réconforte. Je me dis, bon, mais parfait, je pense que je suis sur la bonne voie. Ou des choses, là-dessus, il me semble que j'ai escamoté cette étape-là, je pourrais peut-être le travailler différent. Je travaille sur la gestion du changement. Mais c'est pas une façon pour toi de revenir jouer au géant? Non, j'ai fait 5 ans. Et combien de fois je me suis réveillée un matin en pensant qu'il m'en restait une. Ça m'est arrivé vraiment souvent parce que je l'ai souvent dit. Moi, ma première année universitaire, moi, j'avais été recrutée dans d'autres universités aussi. J'ai décidé de rester à Québec. Mais dans ma première année universitaire, j'étais pas certaine. Mais je me disais, je revenais d'un voyage, là, tu sais, j'étais comme un peu sur une autre planète, là. Je me disais, j'ai tellement la chance, moi, d'être recrutée alors qu'il y en a qui rêveraient de jouer universitaire. Ça serait pas fair envers les autres de pas le faire, mais c'était vraiment envers les autres. Donc, quand j'ai fait 1 an, j'ai fait 2 ans, j'ai fait 3 ans et tout ça, après 5, je n'aurais fait 8, là. T'es vraiment, là, c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Puis c'est ce bagage-là que je peux transmettre maintenant aussi aux étudiants en classe quand j'ai à parler. À chaque année, je vais rencontrer les joueurs de football rougeur en début d'année comme présentation. Je vais rencontrer une couple d'athlètes, puis c'est cliché, là, tout le monde dit ça, là, mais de profiter de ce qu'ils vivent parce que quand c'est terminé, puis il n'y a pas d'autre étape après, là. Puis tu rentres dans un marché du travail qui peut être aussi stimulant, mais juste différent. On va dire ça comme ça. Ouais, tu dois passer d'un deuil à un projet. Il y a une transition qui doit être à gérer. Là. Ouais, vraiment. Je peux vraiment comprendre. Moi, j'ai pas été athlète et tout ça, mais je peux très bien comprendre quelqu'un qui monte à n'importe quel niveau, dans n'importe quoi dans la vie, qui sera au sommet. Puis d'un coup, on tire sur le break à brosse à 140 sur l'autoroute, là, ça vient de terminer. Il y a énormément d'entreprises, d'organisations maintenant qui s'occupent de la gestion de retraite des athlètes. Puis ça doit être difficile, là, je trouve, pour tu parles de la retraite des athlètes. Tu as les athlètes, mettons, au niveau professionnel, qu'à un moment donné, ils finissent par arrêter un jour, mais souvent, c'est parce que
bon, ils ont pris de l'âge ou ils sont, leur niveau de performance est plus à la même hauteur, mais quand tu es universitaire, des fois, j'imagine qu'après les 5 ans, tu es peut-être au sommet de ton art, là, mais là, c'est le compteur qui fait que tu arrêtes. Tes 5 ans sont faits. Puis il n'y a plus rien, dépendamment du sport. Puis tu es jeune encore pour vous dire vraiment. que tu débarques de ça. Là, c'est le badminton, c'est pas comme si tu allais, je veux dire... Ben, il y a des sports que, quand tu as fini... Il y a des sports que universitaire, c'est juste un chemin parmi d'autres. Tu sais, je vais prendre un peu le soccer, entre autres. Les filles ou les garçons du soccer, ben ils jouent durant l'été dans une ligue civile. Ils jouent universitaire, puis c'est là qu'ils trouvent ça vraiment agréable de porter, comme on parlait du Crest Rougeard et tout ça. Mais quand ils ont fini leur carrière, ils peuvent jouer jusqu'à 40 ans dans les ligues civiles, seniors, et faire encore des tournées provinciales et tout ça. Donc, il y a des sports comme ça que, peu importe, moi, mon sport, ben il arrête après. Tu sais, je veux dire, moi, c'est vraiment une coupure, à moins que j'aie joué dans les ligues intramurales de l'université et tout ça. Mais quand tu as souvent, c'est après quelques années que tu décides d'y aller parce que tu es beaucoup trop compétitif. Puis c'est pas agréable pour les autres parce que tu vas encore gagner puis tu vas dire « Ben, let's go, force-toi! » Mais elle a juste le goût de s'amuser. Elle n'a pas le goût de te faire crier après. Donc, c'est pas... moi, j'ai pris une pause à ce moment-là. C'était mieux pour moi et les autres. Oui, c'est ça. J'ai pas de misère à te voir compétitive. C'est drôle. Hein? J'aimerais ça. Parce que j'adore ça parce qu'on se promène dans le sport et c'était sûr qu'on allait prendre cet angle-là étant autour de la table. Mais j'aimerais ça t'entendre parler au niveau de l'embauche versus recrutement. Est-ce que, parce que tu as eu à recruter, tu recrutais quand tu étais coach, est-ce que tu as amené des choses de ça à ta façon d'embaucher? Comment, c'est quoi les liens que tu as fait entre les deux? Je suis curieux d'entendre ça. Ben, en fait, je pense avoir, puis je vais peut-être en parler dans un emploi que je suis actuel ou que c'est différent au niveau de l'embauche au niveau universitaire parce qu'il y a quand même des contraintes et tout ça, versus les embauches que j'aurais pu faire aussi au RSEQ qui étaient un peu différentes. Je pense avoir développé... Je crois beaucoup à l'instinct, à l'intuition, en fait, plutôt, dans une embauche. Moi, je crois beaucoup, puis je pense qu'on devrait se rassembler là-dessus, Michel. Là. Moi, c'est un fit, c'est le plus important. Puis après ça, on verra si t'as les qualités pour faire l'emploi. Ben, c'est un peu la même chose quand tu formes une équipe de sport. T'sais, une équipe de sport, tu vas pas juste nécessairement aller recruter les 4 meilleurs qui sont sur le marché actuellement. Parce que si tu fais juste avoir juste les meilleurs qui ont tous des profils pareils, ben je pense pas que tu vas faire une bonne équipe. Pour avoir du succès, ça te prend différentes forces de chacun, d'avoir une cohésion. Puis souvent, quand j'embauche, je me demande, dépendamment du secteur où elle va être, je me demande est-ce qu'elle va bien fitter avec le reste de l'équipe parce que l'impact de cette embauche-là va vraiment avoir un impact sur tous les autres employés qui sont en place. Une chose aussi que j'aimerais voir avec toi, c'est si tu utilises ça. Mais moi, j'ai tendance beaucoup... Parce que moi, j'ai l'impression que j'embauche beaucoup comme un coach. C'est que je vais avoir beaucoup tendance à dire, ben cette personne-là, je sais pas comment, mais je pense qu'elle va être bonne dans 1 an ou pour ça. Est-ce que tu as développé ce réflexe-là? Parce que souvent, dans le sport, j'assume, c'est ça, quand tu recrutes. Oui. Des fois, tu vas recruter quelqu'un, puis tantôt, t'as passé vite un aspect très stratégique que tu as eu dans ta vie. Moi, je trouve ça impressionnant que tu aies coaché du collégial, mais tu coachais aussi du juvénile puis du cadet. Là. Tu commences en train un petit peu de former ta relève. Là. Quand tu fais ça, c'est intéressant. C'est une façon de le faire. Là. Fait que est-ce que tu, inconsciemment ou consciemment, tu penses que tu peux être comme ça dans tes équipes actuelles? Parce que quand on parle d'embauche, des fois, c'est pas quelqu'un de l'extérieur, c'est quelqu'un de l'intérieur qu'on fait grandir. Oui, effectivement. Oui, j'ai l'impression vraiment que c'est la façon que je le vois. Dans le sport, on dirait elle a beaucoup de potentiel. On dit notre mot potentiel. Maintenant, ça va être de quelle façon on utilise ce potentiel-là parce que des fois, il y a un peu de running gag dans le sport, puis on dit tout le temps, des fois, certains athlètes ont dit hey, c'était du potentiel toute sa vie. Du potentiel toute sa vie, c'est finalement à pas développer à ce qu'on souhaitait avoir. Le fameux principe Alexandre Daigle. Oui, c'est ça. Moi, j'allais dire, il y en a eu beaucoup chez les Nordiques à une certaine époque. Là. Exact. Il y avait vraiment beaucoup de potentiel pendant 10 ans. C'est ça. Fait que ce mot-là, potentiel, souvent, il me fait souvent sourire. Moi, j'ai peut-être une petite question pendant qu'on parle de recrutement. Juste par curiosité, peut-être une petite mise en situation. Mettons, demain matin, là, il y a un coach du Rouge-et-Or qui s'en va. Glenn Constantin, il s'en va demain. Mm-hmm. Bon, là, il y avait son CA, j'imagine. Bon. Après ça, là, comment ça se passe? Qui pogne la balle pour dire, je vais, là, ça me prend un autre coach, sais-tu? Ça tombe-tu comme de ton côté? C'est-tu le CA qui s'en occupe? Collaboration. Collaboration. Vraiment. Okay. On le travaille ensemble. On regarde, ça dépend de quelle façon que cette personne-là parle, là, parce que souvent, le grand souci des entraîneurs
qui ont bâti des équipes. Puis ça a été le cas pour moi aussi quand j'ai quitté, c'est de rapidement commencer à former ton successeur. C'est-à-dire que, tu sais, ton successeur, ton poulain, là, il est pas loin quand tu sais que dans 2-3 ans... il y a quelqu'un déjà qui... Ça peut être un adjoint, tu dis, ça, c'est mon futur, fait que tu le travailles en conséquence. Puis là, ben le choix devient quand même plus facile. Et c'est parce que quand tu as été entraîneur, tu veux pas que ton programme, même si toi, tu as eu du succès, là, tu veux pas voir ton programme s'effondrer par la suite. Tu veux qu'il continue de connaître du succès. C'est comme si tu confiais ton bébé à quelqu'un. Tu veux qu'il continue à grandir pour tous les efforts et l'énergie que les gens ont mis. Fait que dans cette situation-là, ça arrive souvent que ça a été, les gens ont été formés comme ça. Je vais donner un exemple avec le volleyball. Entre autres, quand Pascal Clément, après 30 ans, a pris sa retraite, ben, c'est Gino Brousseau qui était son adjoint depuis 12 ans. Mais on travaillait tellement ensemble que cette philosophie-là, ben, était maintenue. Fait que c'est ce qui est arrivé. Parce qu'il y a eu beaucoup de départs des dernières années, pour plusieurs circonstances très, très variées. Là. C'est pas une épidémie de départ, mais c'est des retraites. Il y a une autre épidémie, mais pas une épidémie de départ. Celle-là, ça a quand même bien été. Ben, ça s'est fait de cette façon-là. Est-ce que ça peut être un domaine dans lequel tu peux avoir du maraudage un peu? Tu sais, des fois, peut-être une autre institution qui graviterait autour d'un adjoint pour dire, nous, on aimerait ça l'avoir comme chef ou dans différents sports. Hein, souvent. C'est des petits souvent, quand même. Les bons, là, je veux dire, ils sont bons partout. Là, donc, par respect, souvent, les organisations, ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent l'autre organisation puis ils leur disent, regarde, moi, j'aimerais vraiment ça parler à tel adjoint parce que mon entraîneur-chef part l'année prochaine puis je pense à ma relève. Puis, tu sais, je veux dire, ils peuvent pas l'empêcher. Tu sais, la plupart, on dit, ben, si c'est pour le faire progresser dans l'organisation, mais ça devient quand même un pouvoir de négociation. Donc, si les gens veulent le maintenir en place, ben, peut-être que des fois, ils sont en mesure de donner un petit plus pour le garder. Mais ça se fait souvent dans le respect, comme les joueurs. Hein. Nous, les joueurs, si il y a une règle qui dit que un entraîneur du Rouge et Or peut pas aller parler à un athlète d'une autre organisation sans que l'organisation, la direction soit au courant. Donc, si même un étudiant athlète, mettons, j'ai un étudiant athlète de McGill qui appelle un entraîneur chez nous et dit, ben, l'année prochaine, je m'en viens chez nous. Nous, on a le devoir d'appeler la direction de McGill. Savez-vous qu'un tel a un désir de venir à l'Université Laval? Parce que ça prend une lettre de dérogation. La personne ne peut pas juste partir comme ça. Il y a des règles assez strictes là-dessus. Puis je trouve ça correct. Puis je vais vous donner un exemple que je faisais beaucoup dans le sport. Moi, dans le sport, je faisais remplir, puis ça vient d'un ancien entraîneur qui faisait ça, puis je l'ai fait au secondaire beaucoup, puis j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. Avant les rencontres d'équipe, ben, je leur fais remplir un questionnaire. Puis le questionnaire, c'est plusieurs questions. Là. Mettons en rapport avec le basket, là, mais il y a plein de questions. Une des premières questions, c'est place-moi les 12 joueurs en ordre de qui tu penses qui est les plus performantes versus les moins performantes, mais en te plaçant toi-même. Ça, moi, les autres, je m'en fous. Moi, c'est en te plaçant toi-même qui est important. Si tu es dans une chambre d'hôtel avec 4 personnes, c'est qui tu mets dans ta chambre d'hôtel avec toi. Si tu es en fin de partie, tu as besoin qui tu fais prendre le dernier lancer, qui tu mets sur le terrain quand tu perds par 5, qui tu mets sur le terrain quand tu gagnes par 5, etc. Bref, il y a tout ça. Et la raison principale, c'est que souvent, c'est l'évaluation de chacun. Hein. Tu sais, la personne, des fois, elle se met dans le top 3 de l'équipe, mais moi, peut-être que je la mets dans 10, 11, 12. Là. Ben là, on a clairement un problème de perception. Fait que c'est sûr qu'on s'entendra pas sur certains points quand je vais prendre des décisions. L'autre chose sur les personnes, là, qui tu mets dans ta chambre d'hôtel, c'est vraiment important. Parce que quand tu fais le portrait social de ton équipe, ben tu inscris la personne et là, tu fais des relations. Donc, elle mettrait elle. L'autre personne, elle va te mettre elle. Donc là, tu te retrouves avec ton gros filet social. Donc là, tu vois qui est très, très populaire, donc qui est rattaché souvent et qui est nommé juste une fois. Fait que ça te permet aussi d'aller voir qui, au niveau, ceux qui ont plus de difficultés socialement dans l'équipe, ceux qui sont très, très populaires, mais ça dit vraiment comment ça se passe dans une équipe. Ça, c'est vraiment le fun. J'ai encore les papiers chez nous. Puis les derniers, ben ça te permet de voir la confiance que chacun met envers les autres et voir si cette personne-là, elle se met dans ces situations-là. Est-ce qu'elle considère qu'elle se met quand il perd par 2, il faut qu'elle prenne un lancer? Tu sais, si la meilleure de l'équipe, qui sait clairement, qui se démarque, ne s'est pas mis pour prendre le dernier lancer d'une équipe, ben on a un problème. Il y a un manque de confiance. Oui, on a un problème, il faut travailler là-dessus. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Écoute, juste même socialement, là, de voir le tableau, le portrait, je me souviens plus comment je l'ai appelé, là, mais le portrait social d'une équipe, dire, OK, donc notre leader, c'est clairement elle.
Donc, c'est elle qui ça peut être positif comme négatif, dépendamment de comment qu'elle est. Donc, si elle doit teinter 4 personnes ici, qui teignent 3-4 personnes ici. Bref, en tout cas, je m'amuse avec ça, là, mais c'est intéressant. Mais écoute, il y a presque, moi, je trouve ça fascinant parce qu'il y a certainement un parallèle à faire aussi en gestion, là. Oui. D'une manière quelconque, là, tu sais, d'amener ce type de questionnaire-là. Parce que moi, ce que j'aime c'est beaucoup, confidentiel aussi en passant, là. Je veux dire, ça reste au niveau, parce que placer les joueurs, c'est jamais assez évident, mais ça donne quand même un portrait sur comment elle perçoit l'équipe, comment elle perçoit tel joueur. Puis si, au bout du compte, la numéro 1, ben c'est toute la même, ben clairement, si en fin de match, moi, je nomme une autre personne carrément, ben ils n'auront pas tant confiance, l'équipe, parce que probablement qu'ils s'attendent que ça soit Justine, Marie-Claude, peu importe qui, là. Il y a ça aussi à réfléchir. Fait que c'est un peu psychologique, là, mais... Oui, puis ça s'applique très bien à un sport comme le basket, hein, parce que ça arrive souvent, les dernières secondes sont importantes dans un match. Là, là, je trouve ça vraiment fascinant. Mais est-ce que c'est un outil que tu as partagé avec les coachs, ça? Non, je ne l'ai pas fait. C'est un bon point. Non, je ne l'ai pas fait. Puis moi, j'ai tous mes boîtes. Moi, j'ai mes entraînements jour par jour de quand je coachais cadet, juvénile et tout ça dans un cahier. Là. À un moment donné, je vais peut-être me débarrasser de ça. Mais et puis je montais des cahiers, puis j'étais vraiment structurée. Mais tous les jeunes coachs, ils le sont comme ça. Là, ils se font même des templates, puis ils livrent je lisais beaucoup, puis je voulais vraiment devenir meilleure. Puis ça venait aussi, j'avais certaines faiblesses que je connaissais en coaching. Puis je pense m'être entourée, des meilleurs que moi dans cette situation-là. Puis on le voit beaucoup en gestion, là, d'être humble, s'entourer des meilleurs. Je suis en train de le faire beaucoup dans mon organisation actuellement. Puis faut que j'arrête de voir ça négativement, mais bien justement positivement. Tu sais, je parle de rédaction. Tu sais, moi je rédige correct là, mais j'ai quelqu'un qui est agent de recherche et de planification chez nous, qui m'aide beaucoup dans tout ça, puis lui, c'est incroyable. À chaque fois qu'il écrit quelque chose, puis j'arrête pas de dire, tu me fais tellement rayonner. Tu sais, au bout du compte, c'est ce qu'il fait, parce que quand je prépare des documents, j'envoie ça à l'université, à la haute direction, j'ai l'impression que mon document, mon projet a pris un step de plus. Ben, c'est souvent par les gens autour, hein. Tu peux pas tout faire, finalement. Moi, souvent, je dis, quand quelqu'un fait ça, je dis, merci de me faire bien paraître, là. Ouais, ben c'est ça. C'est vraiment, tu sais, moi, je suis ailleurs, moi aussi. Souvent, la blague, moi, dire, j'écris bien quand même, hein. J'avais un travail à l'université. Je t'ai inspiré. J'étais à du donner. Oui, c'est ça. J'étais là, je peux pas faire ça. Oui, tu vas déléguer. Là, tu vas me faire ce travail-là. Mais c'est une bonne idée. Honnêtement, peut-être que je vais ressortir ça, voir ce que ça dit. Puis c'était vraiment les entraîneurs qui l'avaient fait avec moi quand j'étais joueuse. Puis je comprenais pas trop l'idée derrière, puis je le comprends vraiment maintenant. Là. Non, puis je peux très bien voir dans une équipe de gestion, peut-être pas dans tous les cas, mais dans certains cas, ça peut s'appliquer quand tu veux faire une... Tu sais, je pourrais faire avec qui on fait un comité demain matin, qui tu veux avoir dans ton comité, ben c'est un peu la même chose que qui tu veux avoir dans ta chambre d'hôtel au bout du compte, puis de voir un peu si telle personne est tout le temps nommée, ben clairement, elle a une influence sur les autres, donc elle va pouvoir... les autres l'écoutent, elles savent que quand on est dans un comité, ça va... Tu sais, il y a beaucoup de choses. Ça me fait penser aussi, ça, on fait des parallèles avec la gestion, mais tu sais, des fois, on parle le fameux organigramme rose dans une organisation, là. Tu sais, dans le fond, tu as l'organigramme papier, là, que tu vois, là. Puis là, l'organigramme rose, tu sais, dans le fond, ces deux personnes-là sont proches. Tu sais, qui va prendre une pause café ensemble? Qui se voit en dehors du travail? Qui est en couple? Qui est des bons amis? Puis là, quand tu comprends ça comme dirigeant ou quand tu as ce portrait-là, là, tu vois les choses un peu différemment. Ça me fait penser un peu à ça, ton test dans la chambre d'hôtel. C'est intéressant, c'est vraiment ça. Puis tu vois, je l'ai jamais appelé ça. L'organigramme rose. Okay, c'est la première fois rose étant les relations de couple, mais de façon plus large, les relations d'amitié ou de tout ce qui est un peu en dehors du travail qui est pas sur l'organigramme papier. Là. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que je n'aimerais pas de nom, là, mais dans une ancienne vie, j'avais eu un point de vente où il y avait un enjeu de climat dans l'équipe qu'on avait de la misère à cerner. Puis moi, j'étais supérieur de ce magasin-là. Puis on avait un consultant qui était là, puis on comprenait pas. Jusqu'à temps qu'on apprenne que le directeur et la directeur adjointe étaient en couple depuis tout récemment. Mais on le savait pas. Puis je me rappelle, le consultant, il m'avait regardé et il dit, c'est ça le problème. Il est là le problème. Ça, les gens le sentent, les gens le savent, il y a quelque chose qui a changé dans l'écosystème, puis ça a un impact. Puis une fois qu'on a su ça... C'était récent, fait que les gens étaient c'est ça. Puis là, une fois qu'on a su ça, on a juste... C'était faisable dans cette organisation-là de les séparer, de les mettre dans 2 points de vente différents.
puis ça a été bien correct, puis ça a réglé tout le problème. Fait que c'est vraiment ça, hein. Tu sais, des fois, c'est une chimie. Moi, ça rapporte des fois avec le domaine dans lequel on travaille. Avant, je prenais beaucoup d'expérience d'expression de sport. Maintenant, c'est la cuisine un peu. Fait que je parle beaucoup des épices, tu sais. Moi, dire, une équipe, ce sont des épices. Puis, tu sais, même si t'aimes beaucoup de paprika, trop de paprika, c'est pas bon. Ouais. Tu sais, fait qu'on essaie de trouver la bonne, puis souvent, une fois de temps en temps. Paprika, c'est pas pire. Tu vas avec le cumin, peut-être. Ouais, le cumin. C'est ça. Il y en a qui aiment plus le paprika avec le cumin. Il y en a qui aiment plus le cumin. Mais tu sais, je trouve que ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'une fois de temps en temps, tu as une bonne recette. Ouais. Puis des fois, il y a un petit peu de chance, il y a un petit peu de talent, il y a un petit peu. Puis là, tu te dis, j'ai tombé sur la bonne recette. Mais en gestion, c'est un peu ça. C'est quand tu le vis, là, quand tu dis, là, je pense j'ai de quoi, là, puis on. C'est presque vertigineux. Ouais. T'es comme, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens que ça coule comme ça, puis ça roule de même. Vraiment. C'était intéressant. Puis faire le parallèle avec le sport, là, je trouve ça vraiment le fun. J'aimerais ça peut-être t'entendre un peu sur, dans ton domaine, la crise sanitaire, ça a eu quoi comme impact? Parce que, tu sais, c'est sûr que c'est difficile, je pense, aujourd'hui, d'avoir des discussions comme on a sans l'adresser un peu, hein, parce que, puis, étant donné qu'on rencontre des gestionnaires et des entrepreneurs de différents domaines, c'est important d'aller valider ça. Oui. Quel impact que ça a eu pour peut-être un focus un peu sur les ressources humaines, sur comment tu as fait pour garder tes ressources ou ton recrutement ou comment ça s'est passé? En fait, ça n'a pas été facile, mais j'aime quand même dire qu'à l'Université Laval, on a été très, très, très chanceux. Là. Je le dis, puis je le redis, puis j'essaie de le redire encore de plus en plus à des employés qui trouvent ça aussi difficile en sachant que la majorité des gens ont maintenu leur emploi. Donc ça, il y a quand même là quelque chose d'important. Par contre, on a dû libérer, les personnes qu'on a dû libérer, évidemment, c'était les gens qui étaient non syndiqués, mais qui donnaient aussi des cours, comme je disais, nos agents contractuels 200-300, là, qui étaient soit sauveteurs, moniteurs, eux sont syndiqués, mais il y avait la piscine était fermée, je veux dire, là, on n'a pas eu le choix. Des arbitres, des intervenants, des professeurs de yoga. Nommez-en, là, il devait en avoir à peu près 300. Mais à ce moment-là, la crise qui était à mars-avril, les gens, certains du moins, espéraient se faire libérer parce qu'ils étaient libérés partout. Et là, c'est nous autres un peu qui empêchaient qu'ils puissent obtenir la PCU ou ces choses-là. Donc, à un moment donné, c'était comme, ben là, let's go, là, libérez-nous, tu sais. Pas tout le monde, mais la plupart, oui, parce que souvent, les intervenants, ils ont des emplois, pas juste chez nous, hein, ils vont donner un cours ici, ils en donnent ailleurs, tu sais, sont un peu à travers autonomes souvent. Écoute, je m'en souviens comme c'était hier, là, ça a passé quand même relativement vite. Moi, j'annonce le 13 mars au matin. En fait, je reçois un courriel le 12 mars de tout ce qui allait se passer, mais le 13 mars au matin, un meeting d'urgence de tous les employés dans une salle là, quelconque. Puis, j'annonce que le PEPS ferme pour 2 semaines. Tu sais, donc, là, c'est... Puis, on s'était vraiment bien préparé, je trouvais, du moins, là, avec... j'avais déjà préparé qu'est-ce que vous devez dire sur votre boîte vocale? C'est quoi le courriel que vous devez écrire chacun, le courriel d'absence? Tu sais, j'avais tout fait un plan, là, du moins, assez intéressant. Puis, personnellement, puis on verra là, s'il y a des employés qui écoutent le podcast, je crois que j'ai bien géré le départ. Je crois vraiment que la mobilisation puis le leadership que j'ai fait preuve à cette période-là au début, là, je crois qu'il était bon. Si je faisais une petite rétroaction, là, je pense que j'ai été bonne. J'ai envoyé des courriels aux 2 jours, InfoSas, telle heure. Les gens, s'ils pouvaient pas me dire qu'ils étaient pas au courant de toutes les actions, tout ce qui se faisait. Donc, on invite ton équipe à nous envoyer leurs commentaires sur la gestion de ce 12 mars. J'arrive plus loin. Puis, mon plus grand constat de cette année, c'est que c'était une belle occasion pour un gestionnaire d'être très mobilisateur auprès de son équipe. Mais ça a eu l'effet inverse plus le temps a avancé parce que là, j'ai senti que cette mobilisation se transformait un peu en démobilisation. Puis pourquoi? Parce qu'on a eu des contraintes très, très grandes. Parce que nous, quand on s'est nous, on a ouvert et fermé à vraiment plusieurs occasions. L'Université Laval s'est rendu compte que le PEPS, c'est une méchante grosse machine. Et quand il nous arrivait avec, tu sais, un plexi, c'est pas juste un plexi, nous autres, c'est placardé de plexi, c'est une salle d'entraînement avec des plexis partout, ça leur coûte excessivement cher. On a un CPE dans le PEPS, on a une clinique médicale qui, elle, pouvait réouvrir, on a une CPE que les gens pouvaient revenir, on avait des postes d'accueil à faire, on avait en tout cas, c'est vraiment, vraiment gros, puis ça demande une très grande mobilisation. Les employés ont été exceptionnels, là, vraiment, là. Ouais. Puis ont été très, très créatifs
quand je dis que la démobilisation, c'est qu'à un moment donné, je reçois aussi, moi, des règles là, que je dois... Donc, moi, je devais mettre en place certaines choses qui, des fois, à mon avis, avaient pas nécessairement beaucoup de sens sur certains aspects. Mais c'est toi, comme gestionnaire aussi, qui reçois les bons coups comme les moins bons coups. Puis, à un moment donné, on sent aussi un essoufflement, une fatigue. Les gens sont à fleur de peau. Puis là, ben la critique devient plus facile, assurément, envers la gestion. Ouais. J'ai vraiment l'impression, là, pour vrai, puis je le dis, là, d'avoir fait un MBA en 6 mois. Oui, puis j'imagine que tu avais pas un des employés aussi qui devaient des fois sentir que tu savais pas où ce que tu t'en allais. Puis c'est vrai, parce que tu le sais pas. Ouais. Je veux dire, tu es à la remorque de ce qui se décide ailleurs. Bon point. Gestion de crise. J'ai comme essayé de faire comprendre qu'une gestion de crise, on peut pas consulter tout le temps. On doit prendre des décisions. Parce que les gens, ils ont tellement besoin de se rattacher. Là. Ils ont tellement besoin, là, ils peuvent sentir qu'ils dérivent beaucoup. Quand tu n'as pas des... Il n'y a pas de balise claire. Fait que, quand même, quand c'est pas clair, comme pour toi, quand tu es un leader, faut peut-être pas que ça transparaisse tout le temps. Puis il faut que le monde... Les gens ont l'impression, ben là, c'est à qui je me raccroche. Parce que si je m'inquiète, ben là, je vais encore faire un parallèle de sport. Moi, toi, tu es rendu à la cuisine, moi, je suis encore à faire des parallèles de sport. Si je m'inquiète, ça va paraître. Les gens, ils vont se sentir insécures et tout ça. T'sais, dans un match, quand c'est serré, c'est égal. Si le coach a l'air plus stressé que les joueurs sur le terrain, ils sauront pas à quoi se rattacher. Puis ils ont besoin de sentir que let's go, on va y arriver, puis on va peut-être on va gagner. Là. Fait qu'il y ait confiance. Fait que c'est le même parallèle, je pense. C'est qui dans les coachs professionnels qui t'inspire? Bonne question. Je pense que écoute. Je pense que j'allais dire un peu de chacun. J'ai pas quelqu'un que je lis beaucoup. Je lis beaucoup sur le marketing sportif en général. Je lis beaucoup sur les entraîneurs à quelques occasions, tu sais comme c'est-tu Playbook sur Netflix que c'est comme un profil de chacun des entraîneurs, je pense. J'aime même plus c'est Playbook, mais tu sais, c'est le genre d'affaires que je trouve ça vraiment, vraiment stimulant parce qu'ils ont des méthodes différentes. Mais je serais même pas capable de te nommer Non. Ça, souvent, tu sais, moi, je trouve dans le sport, justement, quand t'es quelqu'un... Je fais souvent des parallèles entre les postes de direction générale et les postes de coach. Oui, puis c'est drôle. Puis je pense que je me suis jamais vraiment posé la question ou lire sur quelqu'un. Je vais lire beaucoup plus sur les athlètes, souvent, que je vais lire sur les coachs. Mais... j'ai pas quelqu'un en particulier. Parce que c'est vraiment un emploi qui ressemble beaucoup à un emploi de coach. De façon générale, c'est des fois, tu fais ton temps. Là. Puis à un moment donné, si tu n'es pas capable d'aller chercher le maximum de tes ressources, ça se peut qu'il y a des gens qui disent c'est peut-être plus on n'est peut-être plus le bon mobilisateur. Moi, je pense avoir cette je sais pas si c'est une lucidité ou si je considère que j'ai fait assez. Puis que ce leadership-là, où les gens adhèrent plus, où on s'en va plus dans la direction et tout ça, moi, je vais quitter puis je vais me trouver autre chose. Là. J'ai pas cette crainte-là de perdre mon emploi. Ou, la seule chose que je me sens très, très choyée, c'est que je combine 2 passions directement, qui est la gestion et le sport. Puis des postes universitaires comme ça, il y en a vraiment pas. Il y en a 10 au Québec, il y en a 10-12. Là. Puis tu sais, l'organisation comme le Rouge, comme le PEPS, c'est un des plus gros dans l'Est du Canada. Donc c'est vraiment, tu sais, au niveau canadien, dans les 56 universités, on fait partie du top 5 des plus grandes organisations. Autant dans la notoriété, le sport, la grandeur, tu sais, recevoir des événements d'envergure, des championnats mondiaux. Tu sais, je cacherai pas, puis je pense que les gens qui me connaissent le savent. Je pense que je l'ai tellement dit que, tu sais, recevoir un camp d'entraînement des Raptors au PEPS, pour une fille comme moi, qui est une fan de basket, puis de gérer avec les directeurs généraux, d'être avec des discussions avec tout le staff au complet, d'être dans le gymnase pendant que les joueurs sont là, de tout coordonner ça, puis se faire dire après ça que c'est la meilleure, ils ont été reçus de la meilleure façon dans les 10 dernières années, puis qu'ils souhaitent revenir un jour, c'est vraiment flatteur, puis c'était vraiment le fun. Puis c'est un mandat que je voulais prendre, tu sais, j'ai fait avec une partie d'une équipe, là, mais tu sais, pour moi, c'était important d'en faire partie, parce que pour moi, c'était fun, tu sais, il faut aussi prendre des dossiers qui sont fun, tu sais. Mais c'était super, mais c'était super aussi au niveau institutionnel. Tu sais, pour moi, c'est des cartouches aussi au niveau institutionnel pour démontrer à quel point le PEPS et le Rougeur est important auprès de l'institution. Parce que nous, on est une organisation en autofinancement. On est à l'université, mais on est 80% d'autofinancement. Donc, on reçoit des frais afférents des étudiants
pour qu'ils peuvent venir s'entraîner au PEPS. Donc, un montant, ça représente peut-être 18% de notre budget global. Puis pour le reste, c'est tout ce qui rentre comme revenu. Tout ce qui rentre comme activité revenu. Wow. Événements spéciaux, ligues, bains libres, vente de t-shirts, peu name it, là. Je pensais pas que c'était si proche d'un autofinancement complet. Moi, là, c'est vraiment une business. Moi, j'ai des soucis de comment faire plus d'argent, tandis que la plupart des autres unités sur le campus, ben, ils ont un budget de dépenses, ils n'ont pas le budget de revenus. Moi, j'ai le budget de revenus rattaché. Okay. Je me fais pas donner une enveloppe puis dis, vas-y, je pars à zéro. Puis je sais comment que j'ai à payer, mais maintenant, ramasse pour que ça fasse zéro au bout du compte. Fait que c'est un défi de business. Fait que c'est des décisions entrepreneuriales beaucoup, en développement d'affaires, en opportunités, en tout ça, là. OK. Ouais. C'est intéressant. C'est ce qui m'intéresse beaucoup. En fait. C'est ma partie privée du public maintenant. Ah ouais, comme tu disais tantôt, un peu en coulisses, là, comme si on avait des super grandes coulisses ici. Là, mais dans la loge, tantôt de maquillage, là, tu nous disais que... maquillage audio. que tu te considérais, c'est ça. Maquillage. Tu disais que tu te considérais comme une gestionnaire presque plus du privé, même si c'est pas dans ce contexte-là. Hein? C'est un peu ça, une mentalité, dans l'idée d'action, l'idée d'être imputable, l'idée d'être profitable. D'être profitable, vraiment. On approche de la fin tranquillement. J'aimerais ça savoir, toi, parce que là, tu nous parlais de 3-4 ans. Là, tu sais, c'est toi, ta perspective, puis évidemment, là, mettons dans... Tu te vois où dans 5 ans? Là? C'est quoi t'as-tu quelque chose que tu vises? As-tu un objectif particulier? Ou... Moi, je crois que avec les défis qui s'en viennent, puis ce qu'on vient de vivre, je me vois encore dans l'organisation. Il y a des défis exceptionnels. Moi, je le vois vraiment de façon positive, mais quand même important, là, ce qui s'en vient. On a eu... je suis vraiment en train d'essayer de changer, d'instaurer une nouvelle culture. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Je viens d'embaucher quelqu'un en expérience client. C'est un poste qui n'existe pas à l'université parce qu'on a des postes définis, mais moi, je trouve que dans une organisation de service, c'est l'avenir. Quelqu'un qui peut, parce qu'on a perdu beaucoup de clientèle, comment on peut aller rechercher, comment on peut leur faire vivre une expérience, comment le PEP, c'est un milieu de vie et non juste un milieu où tu viens faire du sport puis tu t'en vas, mais que tu as le goût d'y être. Donc, créer des endroits que les gens ont le goût d'être. Puis, autant expérience client qu'optimisation de processus, on vit encore sur plusieurs vieilles façons de travailler. Ben, ces opportunités-là de départ amènent aussi une nouvelle vision. Fait que ça me stimule vraiment, vraiment beaucoup. Puis, j'ai beaucoup de bonnes ressources. Je suis vraiment contente des ressources qui sont en place. Puis je pense qu'on va pouvoir atteindre nos objectifs comme ça. Hey, c'est le fun. Hein? C'est le fun d'échanger avec quelqu'un qui est vraiment sur son X. Hein? Je pense que oui. Oui, hein? C'est le fun. C'est vraiment là. C'est super. Écoute, moi, j'ai vraiment... J'en ai tellement appris beaucoup. C'est drôle parce qu'on se connaît, mais là, j'ai appris une foule de choses. T'as aimé ça, ouais? Oui, vraiment, c'était le fun. Ouais, super. Ben écoute, merci. J'ai peut-être trop parlé. Non, t'as pas trop parlé. C'est toi qui es en vedette. Ah, d'accord. Ouais. Moi, je trouve vraiment, en tout cas, c'est très intéressant. J'ai vraiment hâte de l'écouter. Puis, je te remercie beaucoup d'être venu. Ça me fait vraiment plaisir. Puis, je lance le défi, si les gens écoutent, qu'on puisse aussi vous interviewer puis de faire aussi votre propre podcast. Je pense que ça serait intéressant d'entendre votre parcours. Ben, écoute, on va te prendre, tu viendras nous interviewer. En autant que vous n'éditiez pas cette partie-là, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Julie. Merci, ça fait vraiment plaisir. C'était le fun de faire ça avec vous. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet entretien avec Julie Dionne, très inspirant. Pour en savoir davantage sur nos projets futurs, nous vous invitons à nous visiter au garneauferland.ca ou à vous abonner à notre infolette. Merci beaucoup. À la prochaine.